Le micro, excusez-moi. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence qui va traiter sur la taxe sur les transactions financières. Oui, le son est peut-être un peu fort. Oui, on va aller sur le côté alors. Si ça vous dérange, peut-être mettre le micro un peu loin. C'est bon? Ça va bien comme ça? Merci à tous d'être venus ce soir si nombreux pour traiter ce sujet. Donc, je me présente, je suis Samuel Bellet, je suis vice-président du Sorbonne Social Innovation Club, une jeune association étudiante qui s'est constituée en 2012 et qui a déposé ses statuts assez récemment, fin 2012. Donc voilà, nous, notre but, c'est vraiment de promouvoir tout ce qui est innovation sociale, économie sociale et solidaire, tous les enjeux liés au développement durable et plus généralement les sujets innovants. C'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité organiser cette conférence avec notre partenaire conférence ce soir à la Sorbonne. Je vois des gens qui font des grimaces. Est-ce que le son est des résonances? Peut-être les enceintes, on va débrancher. Bon, c'est les joies de la technique à chaque fois en conférence. Si vraiment les adresses à conférence, ça va un peu mieux. Non, c'est bien. Ouais, d'accord. Je suis désolé, c'est une connexion avec résonance. Bon, dans tous les cas, je vais aussi remercier les intervenants. Et on a parlé d'un sujet, je pense que si vous êtes si nombreux aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment un sujet intéressant, une problématique actuelle, qui on pense ici est un enjeu d'avenir. Voilà, je voulais aussi remercier l'association étudiante Paul Lebu aussi, qui est une association de Paris et qui nous a aidés pour l'organisation de cette conférence. N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous voir en fin de conférence si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur vos associations, sur ce qu'on cherche à promouvoir au sein de l'université. On remercie les partenaires de la conférence d'avoir cette démarche de venir faire des ponts avec les étudiants et le monde universitaire. Et je vais laisser la parole à Nicolas Froissart. Merci beaucoup Samuel et merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique pour cette nouvelle conférence. Nicolas Froissart du groupe SOS, juste un mot sur les hautes conférences, mais avant ça, l'équipe d'organisation que je salue et remercie au passage m'indique qu'il y a une petite urne juste à l'entrée. Les hautes conférences sont partenaires de la Global Conférence UNESCO en juin. Donc si l'entrée n'est pas gratuite pour cet événement, si vous voulez gagner des places offertes, des invitations, un petit formulaire vous a été remis, vous laissez vos coordonnées dans l'urne à la sortie. Monsieur Laroux-Turou nous a demandé aussi de vous prier d'excuser. Il était dans le programme. Il nous a informé hier qu'il ne pouvait pas être des nôtres. Il nous demande de s'excuser auprès de vous. La conférence, chaque semaine, on construit ensemble, entreprise sociale, entreprise classique, pouvoir public, monde académique, les solutions aux enjeux de notre société, de la société. Il est logique pour le groupe SOS, entreprise sociale qui a un impact chaque année sur plus d'1 million de personnes, plus de 10 000 salariés aujourd'hui, qui invente des dispositifs dans plusieurs secteurs, la santé, les personnes âgées, la solidarité, l'emploi, l'éducation, de contribuer au débat public, de porter l'innovation sociale. Et c'est l'objectif de ces conférences, de présenter des intervenants qui incarnent cette innovation sociale et aussi de créer des envies d'innovation sociale, de créer des projets chez vous qui assistez à ces conférences aujourd'hui. Et un petit film va mieux que l'on y trouve. En principe, un petit film.
aussi les partenaires médias, évidemment, La Croix et Stéphane Husson. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cette conférence dans quelques instants. L'Express, Radio Classique et Rage, le réseau de radio associatif du groupe SOS. Voilà, sans plus attendre, je passe justement la parole à Stéphane Husson pour cette conférence. Et merci à tous d'être ici. On vous souhaite une bonne conférence. Merci en effet à tous d'être venus à cette conférence qui est intitulée Taxe sur les transactions financières, 35 milliards pour financer l'économie réelle. Il y a beaucoup de choses dans ce titre. Alors nous, les journalistes, quand on écrit un papier sur taxe sur les transactions financières, on parle souvent de serpent de mer d'Arlésienne, parce que c'est vrai que c'est un projet qui date d'il y a 40 ans et qui est en train de refaire surface. Puisque début 2013, 11 pays de l'Union européenne se sont engagés à mettre en place cette taxe à l'horizon 2014. Donc, parmi les 11 pays, il y a la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Portugal, et donc c'est un projet qui réactive la taxe qu'on a appelée pendant très longtemps taxe Tobin, le nom de cet économiste anglais qui en avait utilisé en 72, et qui fait, c'est une idée qui fait beaucoup de débat. D'un côté, il y a ceux qui, dans le secteur bancaire, craignent, qui parlent de suicide financier, qui craignent que ça tue en partie l'activité et tue des emplois. Et puis, de l'autre côté, il y a des associations et d'autres qui estiment que c'est un formidable outil de moralisation du capitalisme financier. Alors, on va essayer de comprendre où est la vérité entre ces deux voies. Voilà, alors la conférence va se dérouler en deux temps. Un premier temps, on va essayer de comprendre précisément de quoi il s'agit, qu'est-ce qui va être taxé, quel périmètre, quel pays. Donc ça, c'est Jacques Attali qui va nous l'expliquer. Et on va essayer de tenir en 15-20 minutes. Et un second temps qui sera consacré au regard que portent les acteurs du secteur financier sur ce projet. Et il y aura un troisième temps par exemple d'échange de questions avec vous. Donc du coup j'appelle à la table nos trois intervenants, Jacques Attali, Nicolas Pro, je dois vous rappeler que. Alors, je vais présenter les intervenants. Donc, Jacques Attali. En deux mots, quand même, vous êtes cadre des finances. Et vous avez été conseiller du président du Conseil. Je passe. Nicolas Allard. Vous êtes diplômé de tas d'écoles prestigieuses, de Sciences Po, HEC. Vous avez travaillé à Romain Monconi lorsqu'il était président du Conseil en Italie. Vous êtes aujourd'hui vice-président du groupe SOS et président du Concours de l'innovation, une société qui finance et accompagne et promeut le développement d'entreprises sociales dans le monde. Et Nicolas Pro, vous êtes directeur adjoint de la salle des marchés du Crédit Coopératif, que vous avez rejoint il y a 4 ans après avoir travaillé dans une grande banque d'investissement. Et vous êtes à l'initiative de la contribution volontaire sur la transaction de change qui a été mise en place par cette banque en 2011 et dont on parlera après. Donc vous pouvez, dans la salle, poser des questions via le hashtag UpConf. On me dit que ça doit s'afficher derrière moi. Ou des questions par SMS, c'est un numéro qui doit s'afficher aussi. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, c'est la seule façon de poser des questions. Donc il n'y aura pas de micro qui circulera. On va lever la main. C'est génial. Alors, Jacques Attali, vous m'avez précisé que vous n'étiez pas un spécialiste de cette question, et en même temps, c'est à vous que je choisis la lourde tâche de vous expliquer cette taxe sur les transactions financières. Je disais que je ne savais pas que je n'ai pas.
peut peut-être prendre les choses. Je crois que le sujet de lance, c'est d'expliquer. C'est en effet un sujet très compliqué, dans lequel les acteurs ont tous une position qui dépend beaucoup de la situation est toujours le même à l'égard du sujet, car il y a très peu de gens qui sont neutralisés, soit idéologiques, soit plus professionnels. Mais en même temps, c'est un sujet sur lequel on voit aucune a priori de sorte, ni idéologique, ni concerné ni dans un sens ni dans l'autre. Mais pour faire court, je suis pour. Je vais quand même expliquer ce que c'est, et pourquoi il y a des gens qui sont contre, pour des bonnes raisons. Parce que dans la vie, même quand on est pour quelque chose, il faut savoir qu'il y a des bonnes raisons d'être contre, c'est important de comprendre les autres, ne serait-ce que pour respecter son adversaire, et ensuite pour créer les conditions pour que les choses se passent le mieux possible. Alors, tout ça vient de l'effet de Tony, d'une certaine façon, qu'il avait proposé philosophiquement, et plus récemment encore, avec l'idée qu'on constatait, qu'on constate de plus en plus, que la planète finance, qui a repris récemment le monde de la géométrie, qui ont fait tout à coup de choses, parce que nous avons la finance, le monde de la finance a progressivement explosé dans une activité qui n'est plus sa mission initiale, la mission de la finance, qui est l'humanité, c'est de collecter l'épargne et de la louer là où c'est plus rentable. Sachant que les épargnants ne sont pas forcément les meilleurs investisseurs, parce que par nature, ceux qui ont l'épargne ne savent pas où investir, donc il faut quelqu'un qui collecte l'épargne qui le met en vente. Ça, c'est la fonction utile, très fondamentale de la finance, collecter l'épargne et la faire investir. Et puis progressivement, il y a eu deux biais qui se sont constitués. Le premier biais, c'est que la finance, tout naturellement, parce que l'activité humaine, si vous collectez l'épargne, vous apprenez qu'il y a des bonnes occasions d'investir, ça va rapporter beaucoup d'argent. Pourquoi diable est-ce que vous le feriez pour l'intérêt des épargnants qui vous ont donné de l'argent et vous le faire pour votre compte propre, compte personnel de la banque, investir l'argent qu'on vous a prêté à un taux faible pour satisfaire les épargnants, mais garder les meilleures affaires pour vous. C'est la première déviation qui s'est produite dans la finance. Et la deuxième déviation, c'est de faire ça non seulement en investissant dans des opérations très rentables, productives, mais aussi en inventant toute une série de produits financiers qui permettent de gagner de l'argent simplement par mouvements financiers, en accumulant des intermédiaires successifs. Et aussi en inventant des instruments qui permettent de créer des conditions d'opérations de plus en plus complexes avec ce qu'on appelle les effets de levier, c'est-à-dire que la banque peut utiliser un tout petit peu de l'argent qu'on lui a prêté ou qu'on lui a déposé en confiance pour faire beaucoup d'opérations à son compte propre par un effet de levier qui est en particulier le fait d'utiliser des dérivés, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser comme fondement des opérations qu'il fait des indices qui sont construits à partir des instruments financiers dont il dispose. Et cela devient une complexité extrême, à la fois mathématique et financière. Mais qui fait que le monde de la finance représente aujourd'hui des sommes vertigineuses, puisque si l'on compte le PIB mondial aujourd'hui, c'est à peu près 60 trillions d'euros, 60 000 milliards. La fortune mondiale, c'est à peu près 400 000 milliards, 400 trillions, à peu près 6-7 fois le PIB. Et donc ça c'est la fortune, donc 600 trillions, et on pense, sans que personne n'ait vraiment une idée sérieuse, que l'ensemble des mouvements financiers représente entre 3 000 et 5 000 milliards, 5 000 trillions. Donc vous voyez, c'est encore beaucoup plus élevé que 10 fois le patrimoine. C'est une somme fantastique. Si elle s'effondrait, il faudrait s'effondrer toute l'économie mondiale. Donc il y a toute l'idée, toutes ces transactions ne servent à rien, il faut les réduire, il faut les interdire, on n'arrivera pas à les interdire. Donc la seule chose, c'est pour arriver à les interdire ou à les réduire, c'est de les rendre plus coûteuses, plus difficiles. D'où l'idée de la transaction, taxe sur les transactions, pour ramener la finance à son métier initial, qui est de financer l'économie réelle. Alors, c'est bien l'idée de cette taxe, rendre plus coûteux les transactions financières pour que, tant les transactions proprement réelles, sur toutes les opérations financières, que les transactions sur les dérivés qui sont encore plus coûteuses. D'où l'idée de cette taxe. Alors, la taxe elle-même, telle qu'elle a été, elle existe dans quelques pays. La France applique aujourd'hui
depuis un an une taxe sur quelques transactions financières, juillet 2012, si je me souviens bien, et il y a l'idée, qui a été construite par le commissaire Barnier, la Commission européenne, d'appliquer une taxe beaucoup plus globale européenne, dont la mission, la fonction serait vraiment de saisir toutes les opérations financières et de les rendre plus coûteuses. C'est tout, rendre plus coûteuses pour les ralentir. Avec cette idée un peu comprendre, c'est qu'on veut taxer quelque chose qu'on veut réduire, donc idéalement, on veut le faire disparaître, au bout de la route, idéalement, cette taxe n'apporterait rien, parce qu'on aurait créé les conditions de sa propre disparition. L'idée, c'est alors la taxe, pour ne pas rentrer dans trop de détails compliqués, elle est de 0,1% sur toutes les opérations. Si vous faites une opération, je vais dire, par exemple, vous prêtez, vous êtes un État qui emprunte, vous émettez des obligations, ces obligations sont prises par une banque qui ensuite le prête, le passe à un broker, qui le passe à un fonds de pension, qui repasse à un autre broker, qui le repasse à une autre banque, à chaque étape, 0%. Et c'est vrai pour toute opération dans un des partenaires dans l'Union européenne, qu'il s'agisse de l'émetteur, du récepteur, de l'intermédiaire, où que ce soit. Donc même, par exemple, un bon du Trésor américain qui serait émis, qui serait reçu par une banque française, qui se passerait par un broker français, il est taxé. Un bon du Trésor, une obligation slovène passerait par un fonds singapourien, il serait taxé. Dès qu'il y a point de contact avec un des pays qui accepte la taxe, c'est 0,1%, ce qui veut dire que, comme en moyenne, on est, pour souvenir, à 22 fois, 22 intermédiaires pour toutes les opérations financières, ça veut dire 22 fois 0,1, ça veut dire par mois, 22 opérations par mois, on est sur une taxe qui serait de l'ordre de 2,2% par mois, ce qui est vraiment gigantesque. Et 0,1% sur les dérivés, parce que les dérivés, c'est pas de l'argent réel, c'est juste un pari sur les opérations qui pourraient avoir lieu, donc l'argent n'existe pas, donc on va taxer plutôt des opérations virtuelles que des opérations réelles, donc on taxe le dixième, et le dixième, on demande aussi beaucoup à chaque fois qu'il est transmis. Alors, voyons maintenant pourquoi il y en a qui sont pour, pourquoi il y en a qui sont contre. Ceux qui sont pour, c'est une taxe qui est proposée, qui normalement serait en vigueur au 1er janvier 2014, ce qui n'aura pas lieu, et qui en principe entrera en vigueur pour tous les pays de l'Union européenne, ce qui n'aura pas lieu non plus. On parle d'un sujet totalement virtuel. D'une part, il faut que ça soit accepté par un certain nombre de pays, et puis il y a le mécanisme qu'on appelle je ne comprends pas les mots techniques, mais en Europe, dès qu'il y a un petit nombre de pays qui sont d'accord pour faire quelque chose, les pays peuvent le faire, même s'ils ne sont pas tous. Donc aujourd'hui, à l'heure où nous parlons de 11 pays, dont l'Allemagne et la France, qui ont accepté de le faire, normalement, en appuyant sur un bouton au 1er janvier 2014, vous pourrez appliquer cette taxe. Entre eux. Mais ça ne serait pas applicable à tous les autres pays de l'Union européenne, qui n'en veulent pas, et ça ne serait pas évidemment applicable à ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. Alors cette taxe, si elle était appliquée par tous les pays de l'Union européenne, et si elle est remarquablement conçue, vraiment rien ne l'échappe. Elle est conçue d'une telle façon que rien n'échappe. Si elle était appliquée par tous les pays européens, et si elle était appliquée aux transactions telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas comme conséquence de réduire le nombre de transactions, ce qui est sa mission. Mais si elle était appliquée avec toutes les transactions qui existent et qui continueraient d'exister aujourd'hui, on aurait en effet un gain potentiel de 35 milliards de revenus par an. Et ce gain, alors rêvons un peu, il pourrait être affecté à l'Union européenne, qui pourrait, avec ces 35 milliards, considérer que c'est une recette, non pas une recette communautaire, parce que les recettes communautaires, comme vous savez, c'est des impôts nationaux qui sont affectés et qui peuvent être désaffectés si les États ne veulent pas, mais c'est vraiment un premier impôt vraiment sur l'Union européenne. Et cet impôt sur l'Union européenne servirait soit à financer le budget européen, soit à financer le service de l'emprunt du célèbre virtuel euro qui serait emprunté pour financer des investissements. Et là, on est sérieux parce que des eurobonds empruntés par l'Union européenne à 27 pays, entité européenne qui n'a pas de dette, je rappelle que ni l'eurozone ni la Commission de l'Union européenne n'a de dette, il y a zéro dette. Il y a des dettes dans les États, mais il n'y a pas de dette au niveau de la structure globale. Ayant zéro dette, ils peuvent emprunter à AAA, 2%, c'est-à-dire qu'ils peuvent emprunter 50 fois le service de la dette qu'ils peuvent faire. Donc vous êtes une petite arithmétique simple, ça
fait 1600 milliards qu'on peut emprunter si on a 35 milliards de services de la dette disponible. On peut demain matin emprunter 1500 milliards et s'en servir pour investir dans 1500 milliards, qui est gigantesque, c'est 3/4 du PIB de la France. Vous voyez ce que c'est comme chose. Ça, c'est le schéma idéal, rêvé, qui n'aura pas lieu. Évidemment pas. Il n'aura pas lieu parce que la raison dont j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a que 11 pays sur 27 qui ont accepté ce projet, et que ces 11 pays sur 27 l'ont accepté, mais avec une volonté politique forte, mais très peu de certitude de le faire vraiment. Ils l'ont accepté pour certains d'entre eux, j'espère bien que ça ne sera pas, moi politiquement j'aurais dit que je suis pour, et avec une très forte pression des adversaires, qui n'ont pas que de mauvais arguments. Les points des adversaires disent regardez ces transactions, en réalité, une grande partie de ces transactions servent à assurer les marchés de fin de journée des banques. Parce en fin de journée, les banques vont passer l'argent, mettre l'argent sur un marché commun, et ça part le soir dans les banques qui ont l'argent net, et ça part dans les banques qui n'ont pas d'argent, puis ça revient le lendemain, sinon ça sert de trésorerie de fin de journée de nuit. Et ça, c'est absolument vital, on ne peut pas s'en passer, sinon les banques n'ont plus d'argent. Supposons qu'on fait une transaction, une taxe qui dissuade ça, c'est impossible. Dans ce cas-là, les banques n'ont plus d'argent, soit le marché interbancaire s'arrête, soit l'économie s'effondre, soit les banques vont être obligées de se tourner vers le prêteur de dernière sorte, vers la Banque centrale, vont être obligées de prêter, et donc le bilan de la Banque centrale va augmenter, sera plus crédible, la Banque centrale va s'effondrer, le monde va disparaître, catastrophe, etc. Donc, première partie, cette dimension-là, qui est vraiment utile à l'économie, de ces transactions, pourrait disparaître. Deuxième argument, si on fait cette taxe, même si les banquiers sont prenant acte de ce que cette taxe existe, et réduisent le nombre de transactions inutiles ou purement utiles à leur propre profit, mais pas utiles à l'économie, donc ça rapporterait moins, puisque ça serait réduit, mais malgré tout, il y a un coût, les banquiers ne porteront pas sur eux, ils vont le reporter sur les emprunteurs, et donc le taux d'intérêt final des emprunts des entreprises va être plus cher. Donc, c'est pas très malin. On a fait ça pour augmenter l'argent réel disponible pour les entreprises, et en réalité, le taux d'intérêt des emprunts des entreprises va monter, et ça ne rapportera rien, l'économie sera... La Commission reconnaît d'ailleurs que les conséquences de la taxe seraient une chute du PIB européen liée à la hausse du taux d'intérêt, qui serait, disent-ils, compensée par l'impact de 35 milliards dans l'investissement dans le pays. Ça, c'est le principal argument. Il y a un autre argument qui est très fort, c'est de dire, écoutez, si vous faites ça entre vous, c'est très simple. Ça veut dire que le marché financier européen, dans les pays qui le font, va disparaître. Toutes les équipes de banquiers qui font ça dans les banques européennes, françaises, allemandes, et tous les pays qui auront la bêtise de l'accepter, bougeront et iront à Londres. Et non seulement ils iront à Londres, mais comme à Londres, la taxe sera applicable pour les opérations du Conseil d'Europe, les pays qui l'auront accepté, il n'y aura plus personne pour échanger des titres du trésor français ou allemand, etc. Et vous verrez, dans ce cas-là, quand il n'y aura plus personne pour les échanger, les taux vont monter et vous aurez tout perdu. Voilà les arguments majeurs de ceux qui sont contre cette taxe. Je pense pour ma part que ces arguments, tous ces arguments sont là, qui m'amènent moi à penser qu'évidemment une telle taxe n'a de sens que si elle était vraiment, comme tout en matière financière, planétaire. Seulement si on était capable de faire en sorte que tout le monde soit contraint de le faire. Un jour, les plus jeunes dans cette salle verront une taxe de ce genre à l'échelle de la planète. Toutes les choses qu'on décide en matière financière vont vraiment porter ces choses qui prennent, et malgré tout, c'est pas une raison de ne pas commencer. Et je pense que cette taxe doit commencer parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on va perdre? Je ne pense pas du tout qu'on va aller au chaos ni quoi que ce soit. Je pense qu'on va aller vers une réduction de l'impact de ces transactions, réduire leur nombre. Il y a certainement quelques équipes de spécialistes qui partiront à Londres, mais si on échange les 35 milliards ou moins, mettons les 15, arrivent, ils sont bien utilisés, là ça vaut la peine. La question c'est, et c'est mon avis le plus important, c'est est-ce que cet argent sera bien utilisé? Parce que si c'est pour lever 15 milliards, pour les gaspiller dans le budget communautaire, évidemment ça ne sert à rien. Si pour lever 15 milliards, ça servir simplement pour financer des eurobonds qui eux financeront la dette publique et donc donner davantage de laxisme au budget qui ont déjà les conditions d'être laxistes en été, ça sera encore pire. Et donc, il faut vraiment être capable de faire l'instrument d'une puissance fédérale européenne. Et c'est tout l'enjeu.
D'autant plus que la tentation forte sera aussi, et ceci n'est pas réglé, que cette taxe des transactions financières ne soit pas une taxe collectée par l'Union européenne, ni même par le réseau. Après, une bonne endroit pour la collecter, puisque les 11 pays sont tous, à la connaissance sauf un, dans la réseau. Je parle de mémoire, donc je m'excuse de cette imprécision. Mais il est fort possible que les pays qui manquent d'argent disent oh, mais cette taxe est très bien, moi je l'ai pour moi, je la mets dans mon budget. Et donc on n'aurait plus l'effet de levier européen. Ce serait juste une recette fiscale de poche de plus, je ne sais pas. Pour la France, ça ferait 1,2 milliard, c'est ridicule sur un budget de 300 400 milliards sur la totalité. Donc, il faut encore bien des conditions sur la nature de l'usage de cette taxe pour que cette taxe soit véritablement valide, et ça nous renvoie à beaucoup d'autres choses, et en particulier l'essentiel, c'est-à-dire la capacité de l'Europe de devenir une structure fédérale. Pour ma part, je pense que cette taxe est très bonne, si elle est focalisée sur l'eurozone, seulement l'eurozone, s'il est clairement dit que cette taxe est levée au niveau de l'eurozone, et si l'eurozone, en tant qu'entité juridique, dispose des moyens d'utiliser pour investir. Je pourrais utiliser, je dois partir à 8h15. Alors, Jacques Attali, avec son talent habituel, a fait une présentation complète du sujet. Il y a un sondage alors qui n'est pas forcément extrêmement scientifique parce qu'il y a une soixantaine de répondants, parce que j'ai compris, mais qui donne des éclairages sur la façon dont cette taxe pourrait être utilisée. Donc Jacques Attali, vous avez dit un mot de l'utilisation de cette taxe, qui vous paraîtrait une bonne chose, mais éventuellement, est-ce que vous voulez réagir à un sondage ou est-ce que Je pense que si nous étions... Le sondage a été fait ici. Le sondage a été fait sur le site des conférences. Si on avait fait cette conférence devant une assemblée d'infirmières, on aurait un résultat différent. On aurait un résultat qui donc le sondage n'est pas très crédible, ça dépend de qui on s'adresse. Tout le monde a besoin d'argent et tout le monde voit que cette taxe. Et moi je suis défenseur de l'éducation sociale. Je passe ma vie à essayer d'en développer certaines, en particulier dans les pays du Sud avec la microfinance, c'est ce qu'on appelle l'économie positive, donc je suis pour. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est quelle est l'institution qui doit décider de ça. Et pour ma part, l'institution qui doit décider de ça, c'est le Parlement européen. Plus exactement, le Parlement européen réduit à l'eurozone. Le Parlement de l'eurozone, qui devrait être un Parlement autonome. Et dans ce cas-là, on a le début d'un fédéralisme européen parce qu'il n'y a pas de fédéralisme sans taxe. Il n'y a pas d'euro sans fédéralisme. Donc, la question, c'est pas à quoi l'attribuer, c'est qui décide. Est-ce que c'est les gouvernements nationaux, est-ce que c'est le Parlement national, ou est-ce que c'est le Parlement européen, ou le Parlement européen? Je rappelle que le projet de départ, si ma mémoire est bonne, c'était de l'utiliser pour l'aide aux pays du Sud, pour l'aide au développement. C'était ça le... Quand on les pille, il y avait 150 000. Non, Utopie n'avait aucune idée, il y avait plein d'autres idées, mais en réalité, il n'y a jamais eu toutes les Marc Sessène a proposé ça, mais en fait, même par rapport à l'aide au développement, c'est illusoire. Vous constatez que ces sommes sont très faibles. Nicolas, est-ce que vous voulez réagir au propos de Jacques Attali ou à l'utilisation de la taxe? Alors, très simplement, encore une fois, au niveau du crédit coopératif, on a bien conscience que c'est un sujet ultra complexe et pour répondre à la question, à notre niveau, on a voulu aborder le sujet plus en disant voilà, qui de mieux qu'une banque coopérative pour aller un petit peu titiller ce sujet qui, comme vous disiez tout à l'heure, est un vrai serpent de mer. En tous les cas, au niveau du crédit coopératif, et avant de parler de la contribution volontaire, le sujet d'utilisation, c'est un sujet très important puisque c'est là-dessus qu'on a construit notre contribution volontaire dont on parlera tout à l'heure. Et ça fait partie aussi de ces questions sur justement cette future taxe, si elle n'est pas utilisée pour l'aide au développement, voilà, il n'y aura pas des solutions de toute façon à imaginer, puisque nous, au niveau du crédit coopératif, notre initiative a été de trouver des fonds pour l'aide au développement. Nicolas Dain. Moi, juste, je devais revenir un peu sur l'historique, pardon. Sur l'historique de cette taxe, effectivement, on a déjà commencé à en parler avec Keynes, qui déjà évoquait la possibilité
L'idée, c'était que cette taxe, elle permettrait d'éviter la spéculation et surtout, elle permettrait d'éviter les crises de change qu'on a pu connaître ces dernières années, ces 20 dernières années notamment. Donc l'outil à la base, il servait à dire, voilà, la variation des devises dans le monde, elles sont pénalisantes, elles sont notamment pénalisantes pour les entreprises parce qu'elles doivent faire face à ce risque de change, elles doivent se couvrir face à ce risque de change. Et donc ça coûte de l'argent pour les entreprises, et notamment ça alimente la spéculation. Et donc la taxe Tobin, ça permettrait de freiner ces spéculations et ces attaques spéculatives comme on a pu les connaître en Asie, notamment dans les années 97-98 avec la Thaïlande, et après c'est propagé sur le reste de l'Asie. Or, cet instrument, visiblement, à mon sens, ne répond pas du tout aujourd'hui à cette problématique-là, qui pourtant est une problématique absolument fondamentale, qui est celle du risque systémique. Le risque systémique dans la finance est aujourd'hui le sujet numéro 1, on l'a vu avec notamment la crise de 2008, même si ce n'est pas une crise de change. Dans tous les cas, l'outil est très cosmétique par rapport à l'objectif qui lui est assigné à la base, qui est de répondre à crise de change et au risque systémique. Et donc on voit que, effectivement, le taxe Tobin aura un effet sur ce qu'on appelle les mouvements de capitaux un peu à la marge, les mouvements de capitaux très faibles, qui se jouent à des dixièmes, voire à des centièmes de pourcent, mais ça n'aura absolument aucun effet sur les attaques spéculatives contre des monnaies qui peuvent exister, qui elles se jouent à des dizaines de pourcents et qui sont beaucoup plus importantes. Et donc les financiers anticipent par rapport à des variations de prix qui sont très importantes. Donc en cela, la taxe Tobin, à mon sens, est vraiment pas du tout adaptée. Pourtant, il y a un énorme enjeu qui est aujourd'hui de dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces crises de change, avec les différentes crises qu'on a connues, surtout qu'aujourd'hui, les crises de change qu'on a connues, ces dernières années, on n'a pas encore connu une crise de change sur une grosse monnaie. On a connu une crise de change sur les monnaies périphériques, qui après sont amplifiées, sont allées un petit peu autour, sont propagées sur des zones régionales, mais globalement, on n'a pas connu la grande crise de défiance contre le dollar. Le jour où on a cette crise-là, le système, là, pour le coup, dit Jacques Attali, le système s'écroule, même contre l'euro, une vraie attaque spéculative pourrait être très dommageable. Alors, on ne sait pas si elle est possible ou pas, mais en tout cas, c'est un risque qu'on doit pouvoir mesurer et qu'on doit surtout pouvoir trouver des solutions. Et la taxe Tobin, en cela, à mon sens, ne répond pas du tout à cette question-là. Il y a deux questions auxquelles il faut répondre. Il faut répondre à la fois à la question du risque systémique, donc de la manière dont les crises financières, économiques se propagent, et cette instabilité de la finance qui est en fait cyclique, c'est-à-dire qu'en gros on gagne de l'argent et à un moment il y a une purge, et donc on redescend et après ça repart, et après il y a des cycles plus ou moins grands, plus ou moins longs qui existent, mais qui existent. Et la deuxième chose, qui à mon sens est encore plus importante, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont au bout de la chaîne et qui eux ne vivent pas des revenus du capital, mais vivent des revenus de leur travail. Et eux ne peuvent rien, c'est les externalités négatives du système financier qui sont créées. Et ces personnes-là, elles ne peuvent rien faire contre le système, et en gros elles sont les grandes perdantes. C'est les personnes qui, c'est un peu les perdants de la mondialisation, les perdants de la finance globale, qui peuvent gagner par ailleurs à un certain moment, finalement assez peu par rapport à ce système-là. Donc pour moi, l'idée vraiment sur la taxe Tobin, c'est de dire oui, ça peut permettre de taxer les externalités négatives qui sont créées par le système financier. Donc à ce moment-là, on parle d'une taxe globale sur la finance, de dire la finance, elle crée des richesses, elle en perd aussi, et elle a des effets négatifs sur les personnes, notamment ceux qui vivent des revenus du travail et pas des revenus du capital. Donc ayons une réflexion globale autour de ça, mais en tous les cas, la taxe Tobin ne répond pas du tout à la question de l'effet systémique et de la manière dont les crises se propagent, les crises bancaires, enfin les crises de change d'abord, et qui peuvent se transformer en crise bancaire, en crise d'économité, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une question à Jacques Attali avant qu'il s'en aille ou est-ce que je prolonge avec une autre question? Non. Donc, vous, au Crédit Coopératif, vous avez mis en place une contribution volontaire sur les fondations change. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous l'avez mis en place, quelle était l'idée et quel montant vous avez récolté en quasiment 2 ans? Alors encore une fois, avec beaucoup de simplicité et d'humilité, parce que les besoins sont grands.
montant collecté allait être ultra minime, il nous a paru intéressant en tous les cas, en tant que banque, d'amener, en fait, d'expérimenter cette contribution. Alors, on l'a appelé CVDC, contribution volontaire sur les transactions de change. Alors, on a très simplement, parce qu'il y a eu tout un tas de rapports, bien sûr, on s'appuie sur les travaux de Tobin, mais depuis, il y a eu tout un tas de rapports, plus ou moins étayés. En tous les cas, on s'est appuyé sur le rapport d'experts du groupe pilote sur les financements innovants, qui avait été à l'origine de la taxe sur les billets d'avion. Et justement, dans ce rapport, il faisait état de tout un tas de situations et d'hypothèses selon qu'on prenait tel ou tel sous-jacent. Donc voilà, si on faisait ça sur une taxe sur toutes les transactions financières, si on faisait une taxe sur les transactions de change, si on faisait, etc. Tout un tas d'idées. Et ce qui nous a paru important, c'était que ce projet-là, l'objectif, en tous les cas, de ce rapport-là, sur la transaction de change, c'était qu'il n'avait pas pour but de réguler le marché. Il n'avait pas pour but de limiter la spéculation. Il avait au contraire pour but de prendre une toute petite part et d'influer au minimum, en effet, les mécanismes du marché, qui sont en effet certains critiquables. Mais en tous les cas, l'objectif de ce rapport-là, c'était vraiment d'apporter le maximum d'argent à l'aide au développement et en justement travaillant sur toutes les stratégies d'évitement, parce qu'on comprend que cette taxe-là, comme on disait, s'il suffit de traverser la Manche, aller à Londres pour ne pas la payer, ou délocaliser des desks de trading, ça serait qu'on reste dans cette situation assez rapidement. Donc là, l'idée, c'était de dire une taxe faible sur un montant important, finalement un impact qui serait mesuré, mais au final, un montant collecté qui était quand même relativement important compte tenu des besoins de l'aide au développement international. Donc, très simplement, pour faire court, on a appliqué ce qui était préconisé dans ce rapport. On s'est dit, ah voilà, au niveau de notre banque, est-ce que ça peut être mis en place? Et ce qui nous a plu, c'est justement cette simplicité de montage. Donc concrètement, depuis mars 2011, chaque fois qu'on traite une opération de change sur le marché, on prélève 0,01%. C'est en effet moins que ce qui est préconisé pour la taxe aujourd'hui. 0,01% de tous les montants traités sur les opérations de change au comptant et à terme sur le marché. Donc dès qu'on a une position client, on va aller sur le marché, on va prélever ce montant-là. Alors encore une fois, le montant, tous les milliards nécessaires pour l'aide au développement ou les milliards de projets de cette future taxe, on est vraiment très loin de ça, puisque nous c'est en centaines de milliers d'euros. Mais ce qui me paraît important, c'est que ça fait 30 ans qu'on innove, ça fait 30 ans qu'on est un peu poil à gratter justement sur tous ces sujets bancaires, financiers, en tous les cas d'aide, de contribution basée sur un volume d'activité. Et je pense que ce qui est important, c'est que, pas oublier que Clinique Coopérative est une petite banque, mais en 2012, on a, avec tous ces produits de partage, les livrets, les cartes de partage, les produits solidaires, les fonds, etc., on a réussi à distribuer 5 millions d'euros à nos associations partenaires. Et je pense que c'est ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure de l'innovation, chaque fois, notre rôle à nous, Crédit Club, c'est vraiment d'entreprendre autrement, on est vraiment dans l'innovation à ce niveau-là. Et au final, ça fait quand même un montant qui est important. On imagine que sur des banques de taille plus importante, eh bien, en effet, les montants pourraient être conséquents. Mais en tous les cas, encore une fois, on a voulu travailler, il y a eu un gros travail de collaboration en interne, on a voulu vraiment implémenter cette solution concrètement pour dire, voilà, pour une fois, on essaye de mettre en place un sujet dont on parle depuis des années. On va le mettre sous forme de contribution. Donc en fait, il n'y a pas de stratégie d'évitement, dans tous les cas d'efficacité, justement, pour répondre à cet objectif qui était le financement des développements. Jacques Attali, je voudrais quand même faire préciser 2 points par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Si j'ai bien compris, votre pronostic, c'est que cette taxe ne sera pas mise en place, contrairement à ce qui est pour le moment prévu, au 1er janvier 2014, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous estimez que le périmètre prévu, qui est à 11 pays, quel regard vous portez sur ce périmètre? Quel est le risque réel? Est-ce qu'il y a un risque, comme le disent les acteurs financiers, les grands banquiers, de délocalisation et de perte d'emplois en France? Oui, je pense que ce sera appliqué en 2014. Je ne pense pas, je pense que les choses ne sont pas prêtes. Je ne pense pas. Pourquoi je ne crois pas. Maintenant, il faut bien voir ce que c'est que le système financier européen.
il n'y a que 2 places financières efficaces en Europe, c'est Paris et Londres. L'Allemagne n'a pas de finance du tout. Je m'intéresse à la finance, les banques allemandes sont très mal, et sont pas puissantes, et que seule banque allemande puissante, elle est puissante à Londres, elle n'est pas puissante en Allemagne. Le système bancaire allemand n'est pas sophistiqué en termes d'innovation financière. La grande innovation financière est en France, mais pour des tas de raisons, en particulier parce qu'il faut beaucoup de mathématiques pour faire la finance, et que la France a une grande école mathématique, et les plus grands banquiers de trading à Londres ou à New York ou à Singapour sont français et sont des ingénieurs, des mathématiciens français. Parce que plus c'est un mathématicien qu'un financier pour faire ça. Donc oui, on va perdre un certain nombre d'équipes, c'est possible. Pas forcément les perdre parce qu'elles sont pour les banques françaises et localisées, mais c'est surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de localisation, c'est une question de nature de la transaction. Dès que une petite partie quelconque de la transaction concerne un des 11 pays, la taxe sera due. Et d'ailleurs, ça pose d'immenses problèmes d'extraterritorialité, parce qu'essayer d'aller taxer une banque américaine sur une taxe en France ou en Europe, parce qu'une de ses contreparties aura été un des 11 pays, vous aurez du mal à obtenir le paiement de la taxe. En principe, ce n'est pas une question de localisation, c'est une question de nature de la transaction et de partenaire dans la transaction. Si dans la transaction, il y a un partenaire qui touche un de ces pays, la taxe est due. Donc, à mon sens, je pense que mon sentiment personnel, c'est qu'elle ne sera pas appliquée en 2014, mais je ne pense pas qu'elle sera non plus appliquée après, parce que je soupçonne même un certain nombre de banquiers. Il y a des banquiers qui, très honnêtement, expliquent que c'est très mauvais pour eux et font du lobbying pour expliquer que c'est très mauvais pour eux, qui font de façon très efficace. En particulier en France, nous avons des banques qui ont fait des grosses équipes et qui sont parmi les meilleurs de nous. On ne peut pas leur vouloir défendre un métier dont vous pensez qu'il est utile, vous pensez comme moi qu'on a le meilleur usage de l'intelligence que ça. Mais en même temps, il y a aussi d'autres banquiers qui donnent le sentiment de jouer la politique du PIB, c'est-à-dire dire allez-y, et vous verrez que c'est catastrophique et vous arrêterez très vite. On sent ça aussi, parce que c'est évident qu'une taxe telle qu'elle est, qui reviendrait à 2,2% par an, c'est-à-dire de 30% par an, ça n'a pas de sens. Et donc on voit des gens qui disent on va vous l'appliquer cette taxe, vous allez voir ce que ça donne, et ça va arrêter toutes les transactions, et le marché financier sera bloqué, et au bout de 48 heures, vous allez annuler le tout. Donc il y a aussi cette tentation. C'est très intéressant d'un point de vue philosophique, parce que c'est c'est pas la bataille, parce que c'est deux partenaires dans l'économie mondiale, le marché et la démocratie. Le marché est mondial, la démocratie est locale. Tant qu'on a ça, on n'avancera pas. Tant que la démocratie n'a pas la même taille que le marché, au moins européenne, sinon mondiale, le marché gagnera. Il y aura comme ça, il y aura en refusant les réformes, ou en faisant les moyens de les contourner. Moi je pense qu'il faut appliquer ces taxes sans trop en attendre, et comme un instrument fiscal de la souveraineté européenne, pour qu'elle naisse, et en sachant qu'elle aura des conséquences assez fortes de réduction de la partie proprement d'ingénierie financière dans le monde économique, ce qui n'est pas très joli. Voilà, je vais partir maintenant. Merci beaucoup. Pour comprendre les arguments, après je vais poser des questions qui m'ont été transmises, mais juste une parenthèse pour comprendre les arguments des banquiers. J'ai ressorti là, avant de venir, un courrier que ces grandes banques ont envoyé à Pierre Moscovici il y a quelques semaines, où il parle de destruction de richesse, d'une taxe qui affaiblira gravement la compétitivité des entreprises. Et l'une des banques, donc BPCE, Laurent Mignon, directeur général de BPCE, a chiffré la taxe pour sa banque à lui à 7 milliards d'euros, alors que BPCE dégage un chiffre d'affaires de 6 milliards pour ses activités de marché, je crois, j'en ai 6. Et donc, voilà, en fait, la taxe peut être supérieure au chiffre d'affaires dans la mesure où, comme l'expliquait la Catanie, la taxe est prélevée à chaque étape, à chaque transaction. Donc, à chaque fois qu'il y a un courtier achète une action et la revend, il est prélevé 2 fois à l'achat et à la vente. Voilà. Donc effectivement, les enjeux sont pas minces. Moi, j'ai juste une petite information. C'est qu'en fait, peut-être que peu de gens le savent, mais une taxe Covid, ça existe
existé pendant très très longtemps en France. On avait une sorte de taxe de vie qui était une taxe sur les transactions boursières qui existe depuis le 19e siècle et qui s'appelle le droit de timbre pour les transactions financières et qui a été abrogé, donc qui existe vraiment depuis le 19e siècle, hein, donc à chaque fois, qui est progressif par rapport au montant, etc., avec tout ce qui a été fait et qui a été, sans vouloir politiser ce débat, mais qui a été abrogé en 2008 par Nicolas Sarkozy pour justement rendre la place financière de Paris plus attractive et pour pouvoir attirer les gens de la finance, etc. Bon, ça n'a pas changé grand-chose finalement à l'évolution, il m'a semblé, de la place de Paris et de la place financière de Paris d'avoir supprimé ce droit de timbre qui était une sorte de taxe Tobin, sachant, et ça c'est toute l'ironie et tout ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que ce droit de timbre existe aussi en Angleterre, à Londres, depuis, pareil, le 19e siècle, ils l'ont toujours maintenu, et c'est, effectivement, la fiscalité est un peu différente, et c'est une taxe qui est de 0,5%, donc ce qui était largement supérieur, d'ailleurs, que le droit de timbre qui était français, qui était plafonné, je ne me rappelle plus combien, mais qui était progressif, mais qui ne montait pas autour de ce type de pourcentage. Donc finalement, ce débat sur la taxe Tobin, c'est assez amusant, parce que ça ramène plutôt sur la question de la fiscalité, et la fiscalité des revenus du capital. Et c'est vraiment, dans ce cadre-là, je pense qu'il faut replacer les choses. La course à la compétitivité, alors on peut d'accord pour dire qu'à un moment, il faut que tout le monde soit d'accord qu'il n'y ait pas de dumping qui soit fait sur la compétitivité, mais quand même, le chantage à la compétitivité, c'est toujours un peu l'argument un peu facile qu'on ressort très souvent. On se rend compte que finalement, la suppression du droit de timbre en France n'a pas modifié en profondeur la finance et la place financière de Paris, que le droit de timbre en Angleterre n'a pas du tout empêché Londres de devenir une capitale mondiale, aujourd'hui sans doute la capitale mondiale de la finance. Voilà. Donc c'est juste pour relativiser un petit peu ces arguments qui sont toujours un petit peu faciles, et c'est toujours le même débat d'ailleurs qu'avec la mondialisation. Bien évidemment, il faut pouvoir être attractif, bien évidemment, il faut pouvoir favoriser le développement de l'entrepreneuriat, des entreprises, etc., etc. Mais il faut recontextualiser tout ça dans le cadre d'un régime fiscal aussi d'un point de vue national. Alors, on m'a transmis une question de Richard. La taxe sur la transaction financière n'est-elle pas l'occasion rêvée de redéfinir le périmètre d'une nouvelle Europe ? Non, parce que je pense que le débat sur la taxe Tobin, elle a une vertu encore plus importante, je pense, que de redéfinir ce que c'est que l'Europe et le rôle de l'Europe. Je pense que ce n'est pas du tout au niveau européen qu'il faut avoir ce type de réflexion. C'est quel rôle doit avoir la finance aujourd'hui et la finance de marché dans nos sociétés et dans la manière dont on s'organise et on organise le commerce et les échanges internationaux. Encore une fois, la finance de marché, elle s'est développée, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est assez intéressant. La finance de marché, elle s'est développée dans les années 70. C'est dans les années 70 qu'on a décidé de libéraliser la finance pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y avait des épargnants, des classes moyennes, notamment en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, qui avaient envie de mieux rémunérer leur épargne. L'épargne, elle était rémunérée d'un point de vue national, et ils se sont dit, voilà, c'est plus intéressant de benchmarker, comme on dit dans le milieu du business, de benchmarker, de voir les différents taux qui peuvent exister, et donc de se faire rémunérer mieux son épargne. En même temps, on est dans une période, des années 70, où il y a un ralentissement de l'économie, avec les deux crises qu'on connaît, 73-79, où les États continuent à avoir des modèles d'État-providence assez généreux et devaient se faire financer ces modèles d'État-providence. Et donc, la solution, c'était d'aller, au lieu d'aller emprunter, d'aller jouer avec leur système et leur banque centrale, c'est d'aller emprunter sur les marchés, donc de libéraliser le monde de la finance, et c'est ce qui s'est passé. Nous, ça a été dans les années 80, à partir de 83, que ça a été mis en place, mais en gros, les grands pays, les pays riches, les pays de l'OCDE ont libéralisé dans les années 70 et les années 80 la finance pour passer d'une finance d'intermédiation, hein, c'est-à-dire en gros la banque qui prête, qui prend l'épargne et qui la reprête à l'entreprise, à la finance de marché. Parce que c'était plus important pour les épargnants, parce que c'était plus intéressant pour les épargnants des classes moyennes, d'avoir une épargne qui est mieux rémunérée. Et c'était ça la motivation première. C'est finalement assez triste, parce qu'on se dit que
voilà, on arrive à un système qui a certes créé de la valeur, mais qui en a aussi beaucoup détruit avec des personnes, notamment ceux qui sont au bout de la chaîne et ceux qui vivent des revenus du travail qui en pâtissent. Mais le point positif, et je pense que c'est ce que démontre aussi ce que fait le crédit coopératif, le point positif, c'est de se rendre compte que l'argent, il n'appartient pas aux banques, il n'appartient pas aux institutions financières, il n'appartient pas aux fonds de pension, aux spéculateurs, à tous ces acteurs de la finance qui peuvent avoir parfois des comportements assez spéculatifs et donc négatifs pour l'ensemble de la société, mais il appartient à vous et à moi. C'est que aujourd'hui, la libéralisation de la finance, elle a été voulue par les classes moyennes qui ont voulu mieux épargner leur épargne. Et ça, il ne faut jamais oublier que dans une banque, dans une institution financière, c'est pas eux qui sont riches, c'est parce qu'ils mutualisent l'ensemble des sommes qui sont versées, parce qu'ils les mutualisent, qu'ils ont ce pouvoir et qu'ils peuvent après aller jouer sur les marchés, etc. Donc, ce que je vous invite à faire, et c'est ce qu'avait fait Eric Cantona. Alors, Eric Cantona, lui, il avait dit allez dans vos banques, retirez tout le même jour et vous partez, c'est le casse du siècle, le système s'effondre. Alors ça, moi, je ne veux pas vous appeler à ce genre de comportement. En revanche, je vais vous dire, il y a des produits financiers qui existent et qui sont des produits qui ne sont pas nocifs, notamment les produits de finances solidaires. Ces produits de finances solidaires, ils permettent de financer de l'économie réelle, ils permettent de créer des emplois, ils permettent de développer des activités économiques qui ont un effet positif sur la collectivité, qui créent de l'impact social positif. Et aujourd'hui, ces produits financiers, il faut continuer à les développer, le Crédit Coop les développe. Nous, au comptoir d'innovation, on développe aussi des produits pour favoriser cette épargne solidaire. Et aujourd'hui, plutôt que d'aller voir votre banquier et lui dire je retire tout mon argent et je vais le mettre, je reviens sur le pas de l'aide, il faut aller voir son banquier et dire voilà, moi, qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui, parce que je veux savoir où va mon épargne, puisque c'est moi qui suis acteur et consommateur de mon épargne, où va mon épargne, où va cet argent. Moi, je voudrais l'investir dans un produit solidaire, dans un produit ISR, d'investissement socialement responsable. Et si le banquier n'a pas de produit à proposer, vous allez au crédit coopératif. Mais c'est ça pour dire qu'en gros, on est quand même les acteurs, et c'est le point positif, on est les acteurs de ce changement, et on peut nous-mêmes aller chercher, avoir une influence sur cet argent, cette finance globalisée, mondialisée. On a souvent l'impression de ne pas la comprendre, qu'elle est externe et qu'on n'a finalement aucune influence, on est de manière assez passive, on regarde tout ça. Bien au contraire, on a un rôle à jouer qui est très important, et je vous invite tous à demain à aller voir le banquier. Alors, une autre question qui vient de la salle, qui est en rapport, vous avez en partie répondu, Nicolas Hazard. Est-ce que, selon vous, la taxe sur la transaction financière atteindra son objectif de moralisation de la finance? Nicolas Pro. Moi, ce que je retiens dans cette question, déjà, c'est quel est l'objectif? Parce que derrière cette taxe sur les transactions financières, je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui ont des objectifs totalement différents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de notre contribution et ce qui découle du rapport justement sur le développement, c'est que l'objectif d'une taxe faible, d'une contribution faible, c'est justement de collecter le maximum d'argent pour l'aide au développement en faisant un impact le plus réduit possible. Et quelque part, en permettant une généralisation en fait, de la taxe ou de la contribution, en permettant aussi en évitant toutes ces stratégies des banques qui vont aller justement tenter d'éviter cette taxation. Donc encore une fois, quel est l'objectif derrière ça? Cette taxe, elle est là pour quoi? Elle est là pour réguler la finance, elle est là pour moraliser la finance, elle est là pour trouver des sous pour l'aide au développement, pour les budgets de l'État, etc. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce sujet-là, encore une fois, c'est toujours l'effet balancier. C'est vrai que la finance, on en a beaucoup parlé dans les excès. On a parlé bonus, on a parlé spéculation, on a parlé manipulation des cours, on a parlé produits toxiques, etc. Quelque part aussi, je dirais que tout à l'heure on parlait des consommateurs, je dirais que tout le monde en a bénéficié, en tous les cas au niveau des États, etc. Cette finance qui a bien marché pendant des années, je dirais qu'il y en a qui en ont profité aussi au niveau des États. Ce qui est dommage, c'est que maintenant on fait un effet balancier et en fait on va vouloir tout régler avec une solution magique. Cette solution magique, elle n'existe pas. Et résultat, on va faire une taxe justement où personne n'est capable de mesurer les impacts. Aujourd'hui, on va dire on le fait sur 11 pays, mais sur les 11, il y en a déjà la moitié qui ne sont pas d'accord, il y en a d'autres qui font des référendums pour dire est-ce qu'on voilà. On n'est pas du tout sûr des impacts.
d'impact. On n'a aucune analyse sur les stratégies d'évitement qui seront mises en place par les banques. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on aurait pu peut-être en effet discuter en définissant un objectif très clair. Si l'objectif c'était de dire on veut collecter le maximum d'argent pour l'aide au développement, je pense qu'on a pas une bonne occasion de se mettre autour de la table, banquier et en effet responsable politique, en disant voilà les contraintes et voilà ce qui serait plus efficace. C'est exactement ce qui s'est passé nous au niveau du crédit coopératif, où justement on a voulu avoir cette expérimentation dans le dialogue avec tout un tas de gens qui en fait n'avaient rien à voir forcément avec la finance de marché ou l'aide au développement, etc. On a discuté pour essayer de voir, voilà, par rapport à cet objectif de financement d'aide au développement, voilà ce qu'on peut faire. Et en effet, ces 0,01%, ils n'ont pas du tout la vocation de venir réguler ou moraliser la finance. Par contre, encore une fois, moi derrière cette ETF-là, je pense qu'il y a une accumulation d'objectifs qui font que ça va être un truc complètement indigeste. Et quelque part, est-ce que ça va pas être une grosse déconvenue à l'échéance, parce qu'on n'arrivera probablement pas, en tous les cas, comme disait Jacques Attali, ça marchera que si c'est global au niveau de l'Europe, global au niveau mondial, encore mieux, mais en tous les cas, ça va être difficile si encore une fois, compte tenu des conditions, des niveaux, on est là pour le coup sur, voilà, c'est un petit peu, pour moi, ça correspond un peu à une sanction de la finance. On peut encore une fois trouver que la finance est allée trop loin. J'ai eu la chance de travailler dans un établissement où en effet j'ai vu tout un tas de choses se faire bien et moins bien. En tous les cas, je pense que la taxe sur les transactions financières, telle que je le conçois moi, c'est pas l'objectif qui doit être premier en tous les cas. Bien sûr qu'elle mettra du sable dans les rouages, bien sûr qu'il y a certaines activités qui ne sont pas utiles collectivement. Donc en effet, cette taxe-là, même minime, elle mettrait du sable dans les rouages. Mais en tous les cas, sur ces niveaux-là, c'est pas moralisé, c'est en effet, on va se retrouver face à des banquiers qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir éviter cette taxe, et en effet avec des localisations, etc. Juste un mot, vous disiez, on a du mal à en mesurer les conséquences. C'est d'autant plus vrai que le projet n'est pas complètement finalisé. Alors après m'être fait le porte-parole des grandes banques, je vais juste en amont de faire celui d'Oxfam, qui est l'une des associations qui promeut le plus cette taxe et qui dit que, contrairement pour le coup à ce qu'a déjà dit tout à l'heure, le projet de la Commission européenne, en tout cas aujourd'hui, n'est pas de taxer à chaque étape, à chaque fois qu'une action ou qu'une obligation est achetée et vendue par un courtier, et qu'au contraire, ce serait l'acheteur, le vendeur, à chaque bout de la chaîne, l'acheteur, le vendeur initial et l'acheteur initial et le vendeur final qui serait taxé. Et donc ce chiffre de 35 milliards est d'ailleurs calqué sur ce schéma-là. Les banques, elles, avancent des chiffres bien supérieurs, peut-être pour faire du lobbying et pour inciter à la Commission européenne à reculer, en disant que la taxe serait prélevée à chaque étape. Donc voilà, le projet pour le moment n'est pas encore complètement finalisé, d'après ce que j'en sais, et évidemment, ce sera dans sa mise en place finale qu'on sera en mesure de l'apprécier. Juste sur l'allocation, parce que c'est aussi, si cette taxe passe, moi non plus je ne crois pas beaucoup qu'elle ait des chances finalement de voir le jour, mais faisons confiance à Michel Barnier. Il a réussi à développer l'entrepreneuriat social au niveau européen, donc il peut peut-être même faire passer une taxe sur les transactions financières. Sur l'allocation, c'est une vraie question, c'est de savoir, en gros, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, des questions, mais c'est surtout Attac qui a mis en exergue et mis en lumière cette taxe Tobin, et qui a voulu que le produit de cette taxe aille à l'aide publique au développement. Je pense que pour que cette taxe marche, moi je ne suis pas vraiment favorable à cette option-là. Je vois qu'il y en a plusieurs autres, et notamment, c'est ce que je vais vous détailler. La première chose, c'est que cette taxe, elle est faite donc, pour prévenir, à la base, encore une fois, elle a été faite pour prévenir et pour éviter la spéculation, pour qu'il y ait moins de spéculation, pour qu'il y ait moins d'attaques spéculatives, et en gros pour stabiliser les monnaies entre elles, pour donner de la sécurité aux entreprises. Quand on est Airbus et qu'on vend des Boeing en dollars, la parité euro-dollar, c'est extrêmement important, et pour tous les ouvriers, tous les employés qui travaillent derrière dans la compagnie. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir voir quelles sont les possibilités pour stabiliser le système.
Mais le système de la finance globale et de la finance globalisée, libéralisée, qu'on connaît depuis maintenant une trentaine d'années, il permet de créer des richesses, beaucoup de richesses, les gens ont pu s'enrichir très rapidement grâce à la finance, mais il y a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il crée de l'instabilité et qui crée des crises, on en a connu partout dans le monde, on ne sait jamais quand ça arrive, on sait qu'il va y en avoir une, et on aura toujours encore des crises tant qu'on n'aura pas régulé ce système-là, il y aura toujours des crises, de plus ou moins grande importance, donc il crée de l'instabilité, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus durement touchées parce qu'elles ne vivent pas, encore une fois, des revenus du capital. C'est l'ensemble des travailleurs, des classes plus modestes, qui ont du mal et qui, et on le voit aujourd'hui en Europe, hein, c'est l'ensemble des personnes en Espagne, en Italie, en France, toutes les personnes au chômage qui finalement n'ont rien demandé et qui finalement, avec un système de finance mondialisé, se retrouvent victimes et des victimes collatérales de ce système-là. Donc il y a deux choses. Jean-Pierre Juillet proposait que les fonds qui soient dégagés par une telle taxe soient affectés principalement au Fonds de stabilité européen. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que le Fonds de stabilité européen, c'est celui qui va aller aider les institutions financières en cas de crise, et c'est assez logique. Finalement, le système financier crée de la richesse, mais aussi crée de l'instabilité, donc du coup, cet argent peut être alloué pour essayer de lutter contre cette instabilité à travers un fonds de stabilité européen. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les gens ne comprennent pas que si déjà on taxe les institutions financières, ce soit finalement pour leur redonner l'argent. C'est-à-dire que je taxe les banques, je taxe les transactions financières, et sous couvert de stabilité monétaire, finalement cet argent il ne sert pas à ceux qui sont vraiment en situation difficile, mais il sert finalement pour aller récupérer des banques et les refinancer. C'est les mêmes qui ont fait des erreurs de placement, etc. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas compris et donc qui n'est pas suffisant. La deuxième option, et qui est complémentaire avec la première, ce serait d'investir le résultat de ces fonds pour venir justement en aide aux personnes qui sont victimes de ce système, qui subissent les dommages collatéraux par période, comme aujourd'hui en France, comme à la fin des années 90 sur toute l'Asie du Sud-Est, qui avait été frappée par une crise de change systémique. Voilà. Et pour ça, je pense, et là ça nous permet de revenir aussi à nos sujets, les acteurs qui sont le plus en contact avec les personnes qui sont victimes de ces dommages collatéraux de la finance, c'est les entreprises sociales. Et à ce titre, je pense que l'argent et les produits d'une taxe comme la taxe Tobin devraient aussi aller dans le développement d'entreprises sociales à travers des fonds européens. Il y a un fonds européen pour l'investissement solidaire qui est créé aujourd'hui à Luxembourg, donc à travers la Banque européenne d'investissement. Je trouverais assez logique que les produits de la taxe Tobin aillent aussi pour ceux qui sont victimes et qui subissent les dommages du système et qui sont malheureusement les victimes de ces externalités négatives et avec lesquelles les entreprises sociales, à travers leur activité, essaient de trouver des solutions au quotidien. Alors, deux autres questions de la salle à Nicolas Pro. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de taxer uniquement les transactions de change? Et je prendrai la deuxième question. On en parlait rapidement tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que nous, au niveau de notre objectif, il n'était pas question de réguler le marché ou de lutter contre la spéculation. Encore une fois, l'objectif pour nous, et l'objectif du rapport d'experts de Copilote sur les financements innovants, c'était justement d'avoir un impact le plus faible possible sur l'activité. D'une part, pour généraliser en fait cette initiative, cette taxe, en tous les cas, puisqu'il préconise une taxe. Donc l'idée de dire on n'est que sur les opérations de change, c'était pour limiter l'impact pour les banques. Limiter l'impact pour les banques, ça a quand même. Il faut savoir que plus la taxe va être élevée, c'est le cas aujourd'hui, plus les solutions d'évitement vont être mises en place parce que quelque part, une taxe très faible, on ne va pas l'éviter. Une taxe très faible, on va la payer. Par contre, plus la taxe va être élevée, plus les banques vont être ingénieuses pour éviter tout ça. Donc le fait de limiter aux opérations de change, le fait de limiter
le montant de la contribution, de la taxe, en effet, c'était pour généraliser, parce que finalement, c'était acceptable pour toutes les banques, au regard des résultats générés par les défis. Concrètement, même si en effet, on peut se poser la question sur le trait d'une autre dépense, etc., là, en effet, ça met beaucoup de sable dans les rouages. Dans tous les cas, concrètement, compte tenu des résultats des défis, une contribution, une taxe sur les opérations de change telle que préconisée par le rapport d'experts, c'était quelque chose qui est tout à fait acceptable. Et donc, nous, on s'est inscrit là-dedans. Encore une fois, notre objectif à nous, il était vraiment de trouver une solution la plus acceptable par tout le monde et qui, au final, aurait permis de récupérer le maximum pour le développement. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est basé sur ce rapport d'experts qui préconisait de taxer que les transactions de change. La deuxième question. Alors la deuxième question nous vient de Marie-Laure. Donc je vais la lire, elle est un peu longue. Mon banquier au crédit coopératif m'a indiqué qu'il n'existait en fait aucun produit vraiment responsable et que les placements dans les fonds étaient faits par un partenaire et pas directement par le crédit coopératif. Est-ce que j'ai mal compris? J'invite Marie-Laure à se dénoncer et j'annonce à Marie-Laure qu'elle a gagné une visite dans nos locaux à Nanterre, que j'aurai le plaisir de passer avec elle un peu de temps pour lui montrer ce qu'on appelle la finance responsable. On a parlé de ce qu'on faisait de l'argent, en tous les cas, ce que les épargnants choisissaient de faire avec leur argent. En effet, investir dans certains secteurs de l'économie. En tous les cas, je lui montrerai ce qu'on fait à la salle des marchés, je montrerai tous les travaux qui ont été mis en place par rapport à la question des paradis fiscaux, par rapport à la traçabilité des fonds, par rapport justement aux produits de partage, aux produits solidaires, aux associations qu'on soutient, aux travaux qu'on mène, aux fonds qu'on développe. On était en Tunisie il y a quelques jours, puisqu'en fait on a participé à l'initiative de M. Bancel et de d'autres partenaires à lancer le BDS. Donc en fait c'était vraiment une réunion sur l'économie sociale pour justement dans ce pays qui a beaucoup souffert, impulser en fait des idées, des pratiques sur tout ce qui est microcrédit. Donc Marie-Laure, je laisserai ma carte avec plaisir. Et s'il y en a d'autres qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et puis votre banquier, j'inviterai aussi, je ne sais pas de quelle agence, mais il passera une journée avec moi. Bon, on arrive au bout des questions qui m'ont été transmises. Peut-être un mot de conclusion. Est-ce que vous diriez tous les deux finalement c'est une victoire D'abord, moi j'ai été frappé quand même par la prédiction de Jacques Attali de dire qu'il suppose qu'elle ne sera pas mise en place au 1er janvier 2014. Est-ce que c'est votre avis aussi? Est-ce que vous diriez que finalement c'est une victoire posthume pour Tobin? Posthume pour Tobin, je ne sais pas. Dans tous les cas, il n'y a pas aujourd'hui, on parle effectivement de la. On est dans un cycle de préparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat qui a lieu au sein de l'Union européenne sur la taxe Tobin, c'est un débat pour dire aujourd'hui, voilà, la finance, ça a déconné, on est un petit peu coupable de ce fait-là, on a beaucoup libéralisé et aujourd'hui, il faudrait faire quelque chose pour empêcher tout ça, ou tout du moins pour compenser. En gros, aujourd'hui en Europe, on n'a plus d'argent, et donc il faut trouver une manière de compenser et de prendre l'argent. C'est extrêmement court-termiste comme vision, je pense. On ne réfléchit pas vraiment à quelles sont, en profondeur, quelles ont été les causes de la crise, quelles en sont les conséquences, on les voit tous les jours, mais comment on fait